Bonjour à tous, vous avez probablement déjà vu dans votre navigateur ce message vous indiquant que le site internet que vous fréquentez n'était pas sécurisé. Et avouez que vous avez probablement continué votre visite parce qu'au final, qu'est-ce qu'il pourrait bien arriver? Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les risques à visiter un site internet non sécurisé et comment un hacker peut espionner ou pirater un internaute qui visiterait un tel site. Pour commencer et pour vous permettre de comprendre le mode opératoire, on a besoin de faire un peu de théorie. Lorsque vous saisissez une adresse dans votre navigateur favori, votre navigateur envoie un message au propriétaire du site internet pour lui demander de lui retourner le contenu de la page. Dans le jargon, ce message qui est envoyé est appelé une requête. La personne, ou plutôt l'ordinateur qui initie cette requête, est appelé le client et la machine qui reçoit la requête est appelée le serveur. Un serveur, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un ordinateur comme le vôtre, mais qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Pour que la communication se fasse correctement, nos deux machines doivent parler le même langage, ou plutôt ils doivent utiliser le même protocole de communication, qu'on appelle HTTP. On a donc une requête envoyée par le client au serveur en utilisant le protocole HTTP. En retour, si la requête est conforme et acceptée, le serveur répond en envoyant également une requête avec le contenu de la page demandée. Le client peut alors afficher la page à l'utilisateur. Et pour illustrer ce concept, imaginez que vous souhaitez écrire une lettre à un ami. Vous écrivez votre lettre, vous la mettez dans une enveloppe, vous y inscrivez son adresse et vous l'envoyez. Après un certain temps, vous recevez la réponse et vous la lisez. Jusqu'ici, tout semble normal, sauf qu'en réalité, trois problèmes se posent. Premièrement, vous n'avez aucune garantie que la personne qui a répondu est bien celle qu'elle prétend être. Cela pourrait très bien être son frère, ses parents, qui ont répondu à sa place. Deuxièmement, vous n'avez aucune garantie que le contenu de votre message ou de la réponse n'ait pas été lu pendant le transit par d'autres personnes comme le transporteur ou le livreur. Troisièmement, vous n'avez aucune garantie que le message que vous envoyez ou la réponse que vous recevez n'ait pas été modifié cette fois pendant le transit. Parce qu'au final, on n'a mis aucun mécanisme qui permet de chiffrer le contenu de notre lettre et n'importe qui aurait pu l'ouvrir et la lire. En informatique, c'est pareil. Lorsque vous envoyez une requête à un serveur en demandant à obtenir le contenu d'une page Internet, ces mêmes risques se posent, car le contenu des requêtes, tout comme le contenu des lettres, ne sont pas non plus chiffrés. Et ces risques ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont réellement des maillons faibles que des hackers peuvent exploiter pour abuser de l'utilisateur et potentiellement le pirater. Ce type de communication peut fonctionner uniquement si l'on peut faire confiance à tous les acteurs de la chaîne. Si l'un des intermédiaires le décidait, il pourrait abuser de sa position et pourrait, en plus de simplement transmettre la requête, la lire ou la modifier. C'est exactement ce qu'on va faire. On va se positionner entre le client et le serveur pour nous permettre de voir les requêtes passer. Cette méthode s'appelle l'attaque Man in the Middle. Imaginez qu'un utilisateur veuille afficher un site internet non sécurisé. Lorsque la requête est envoyée au serveur, elle transite par un certain nombre d'acteurs avant d'arriver à destination. Dans l'ordre, on pourrait trouver le fournisseur d'accès à Internet du client, éventuellement les services gouvernementaux, puis d'autres opérateurs qui vont acheminer la requête jusqu'au fournisseur d'accès à Internet du serveur. On pourrait difficilement imaginer pirater le fournisseur d'accès lui-même, ou les autres acteurs plus loin dans la chaîne. Mais on pourrait plus aisément se placer entre le client et son fournisseur d'accès à Internet. Cela peut se faire en se connectant sur le même réseau du client, Wi-Fi ou filaire, ou en l'amenant à se connecter sur le même réseau que nous. Ce scénario est possible si quelqu'un vient se connecter sur un réseau qui vous appartient, ou si quelqu'un se connecte sur un point d'accès Wi-Fi public, gratuit ou payant, comme on peut en trouver dans les restaurants, dans les hôtels ou dans les aéroports. Une fois qu'on est positionné entre le client et le serveur, on peut voir les requêtes passer. Et vu que les sites qui utilisent HTTP ne chiffrent pas le contenu de ces requêtes, on va pouvoir les lire et potentiellement les intercepter et les modifier. La première attaque que l'on peut réaliser, c'est simplement d'écouter et d'enregistrer le contenu des requêtes qui passent. On peut ainsi espionner l'utilisateur pour savoir exactement quel site il visite, mais aussi consulter le contenu des messages qu'il envoie
et potentiellement récupérer ses identifiants et mots de passe s'il se connecte à ses comptes personnels. D'autant plus intéressant si l'internaute utilise ce même mot de passe sur d'autres comptes. On pourrait alors avoir bien plus d'informations que simplement le site visité. Si on est propriétaire du point d'accès sur lequel est connecté le client, on peut même aller plus loin et intercepter la réponse du serveur destiné au client. On peut ensuite la modifier, soit en rajoutant des éléments, soit en remplaçant totalement la réponse par une réponse factice préparée par nos soins. L'utilisateur recevrait notre réponse à la place de la réponse officielle sans aucun moyen de se rendre compte de la supercherie. Ces techniques basiques de piratage sont souvent utilisées par des entreprises ou des gouvernements peu scrupuleux à des fins de sécurité, d'espionnage, de censure ou simplement pour gagner de l'argent. Dans un passé proche, certaines compagnies aériennes et certains fournisseurs d'accès ont déjà été tentés par de telles pratiques. Plus grave, certains gouvernements, pour des raisons qui leur appartiennent, utilisent ces attaques pour censurer des sites qui leur déplaisent, comme c'était le cas pour Wikipédia par exemple. Pour éviter de se faire espionner ou pirater par les techniques que l'on vient de voir, il y a une solution simple, se connecter sur les sites avec le protocole HTTPS. HTTPS ajoute une couche de sécurité supplémentaire qu'on appelle TLS. Cette couche apporte des garanties aux 3 risques identifiés précédemment. 1. La garantie que la réponse provient bien du site officiel, en utilisant ce qu'on appelle un certificat, une sorte de carte d'identité numérique que seul le propriétaire possède. 2. La garantie que le contenu ne sera pas lu, car les requêtes sont chiffrées en utilisant des clés cryptographiques qui permettent aux 2 machines de chiffrer et déchiffrer les messages. Et enfin, la garantie que le contenu des requêtes ne sera pas modifié grâce aux 2 mécanismes cités précédemment. Ces 3 notions ont un nom: identification, confidentialité et intégrité. Pour illustrer ce concept de communication sécurisée, on peut reprendre l'exemple initial de la lettre que vous envoyez à un ami. Sauf que cette fois-ci, vous mettez cette lettre dans un coffre, fermé à clé. Il existe uniquement 2 clés pour ouvrir ce coffre. Une que vous possédez et une seconde que votre destinataire possède. Lorsque vous recevez le coffre, si votre clé permet de l'ouvrir, c'est que la lettre qui est contenue dans le coffre provient de votre destinataire et qu'elle n'a été ni lue ni modifiée. Cet exemple de lettre est simplifié à l'extrême, car le fonctionnement de HTTPS est un peu plus complexe en utilisant non pas des clés physiques, mais des clés cryptographiques, dites asymétriques, qui consistent à avoir 2 jeux de clés, une qui permet de chiffrer et l'autre qui permet de déchiffrer. Un peu comme si notre coffre avait 2 clés différentes, une uniquement pour fermer le coffre et une autre uniquement pour l'ouvrir. HTTPS apporte aussi une solution à la problématique de l'échange des clés initiales, pour permettre aux 2 parties de s'échanger leurs clés de manière sécurisée, avant que la communication soit établie. Car au final, la sécurité de cette communication repose entièrement sur la possession de ces fameuses clés. Au départ, seuls les échanges d'informations dits sensibles étaient protégés par le protocole HTTPS, comme l'accès au compte bancaire ou les paiements par carte bancaire. Aujourd'hui, au vu des menaces grandissantes et des abus constatés, la grande majorité des échanges est sécurisée. On estime que 80% des sites visités seraient désormais sécurisés. Et on ne peut que s'en réjouir. Les utilisateurs sont mieux protégés et ne sont désormais plus à la merci de fournisseurs d'accès ou de gouvernements aux pratiques douteuses. Ce n'est pas un hasard si certains pays ont décidé de bloquer ces communications HTTPS, c'est parce qu'il est très difficile, voire impossible de déchiffrer leur contenu. Pour conclure, et si vous ne deviez garder qu'une seule chose de cette vidéo, connectez-vous uniquement sur les sites sécurisés par HTTPS. C'est le seul moyen pour vous protéger et protéger vos données sur Internet. Restez vigilants et à la prochaine.